La direction centrale de la police judiciaire, la DCPJ, a présenté mardi le bilan de leurs opérations pour les 3 derniers mois, soit de janvier à mars. Selon le porte-parole adjoint de la PNH, plusieurs arrestations et saisies ont été effectuées sur tout le territoire. Les dossiers sont traités, plusieurs cas sont déjà déférés par devant le tribunal et l'inspecteur Gary Desrosiers a réaffirmé la volonté de la DCPJ de travailler à l'amélioration de la situation sécuritaire en Haïti. Pour le mois de janvier, DCPJ, qui est Direction centrale de la police judiciaire, a arrêté 51 personnes, il y a 36 dossiers qui transférés au parquet, il y a 4 armes qui saisies, il y a 7 véhicules qui confisqués. Le 18 janvier 2013, la police a interpellé 11 personnes qui étaient impliquées dans le kidnapping qui était fait dans Mirbalais le 15 janvier 2013, côté que ils ont kidnappé une fillette qui est Francesca Loiseau. Et pour le mois de février, DCPJ, Direction centrale de la police judiciaire, a arrêté 52 personnes. Il y a 44 dossiers qui acheminés vers le parquet. Il y a 3 armes qui saisies. Il y a un véhicule qui est confisqué. Alors, pour total janvier et février, il y a 2,8 kg de cocaïne qui est saisie par la DCPJ. Il y a 85,2 kg de marijuana qui est saisie par la DCPJ. Pour l'administration pénitentiaire, la direction de l'administration pénitentiaire, mouvement population carcérale là, en total, il y a 6 480 garçons hommes qui sont en dépôt. Là-dedans, il y a 2 585 qui sont condamnés. Il y a 360 femmes qui sont en dépôt. Il y a 89 qui sont condamnés là-dedans. Pour mineurs, il y a 215 et il y a 22 filles, il y a 62 qui sont condamnées là-dedans. La direction centrale de la police judiciaire déterminée et en pile volonté au niveau agent pour que soient capables d'arrêter et éclater toutes cellules de gang. Tout le monde qui empêche la population vaquer occupation de la police a servi contre eux. Et pour tout le monde qui est impliqué dans l'enlèvement, dans la séquestration, dans le kidnapping, DCPJ pas jouer avec eux. Parce que l'objectif de CPJ, c'est pour permettre justement à la population de vaquer à l'abusation, à l'occupation, pour que pas de peur. Le Premier ministre Laurent Lamotte a annoncé une intensification des relations économiques avec plusieurs pays de la Caraïbe. Aruba et Saint Kitts and Nevis figurent parmi les partenaires privilégiés du gouvernement. Lors de son récent séjour à Aruba, M. Lamotte a évalué les possibilités de coopération dans le secteur touristique. Aruba est l'une des destinations les plus importantes de la Caraïbe. Le chef du gouvernement est enthousiasmé par les dividendes financiers liés aux activités touristiques à Aruba. 80% du poids total de l'économie repose sur le secteur touristique, a-t-il insisté, et envisage donc d'adopter le modèle utilisé par le gouvernement de ce pays. Ça permet de travailler sur un cadre bien spécifique et qui c'est un cadre d'assistance technique entre Aruba et Haïti, dans le cadre de reconstruction, dans le cadre de développement des infrastructures et bien entendu dans le cadre touristique. Nous connaissons que Aruba, dans le domaine touriste, est très avancé. 80% de l'économie, c'est dans le tourisme que lié. Il y a 1,7 million de touristes qui visitent Aruba chaque année. Et dans 1,7 là, il y a 800 000 touristes qui viennent par bateau de croisière. Le pays a développé de manière rapide. Donc, sans que le gouvernement, sans que l'État n'ait pas besoin presque de dépenser dans le développement infrastructure. Donc, c'est un modèle de développement qui était important. Donc, nous demandons au Premier ministre et travailler avec nous sur ce modèle-là. Parce que nous expliquons le modèle de développement que une infrastructure que nous observons en Haïti, côté que l'État est obligé de décaisser pour chaque édifice, alors que l'on regarde à Aruba, l'État n'a pas décaissé. L'État fait des partenariats avec des firmes privées qui viennent qui font route. Ensuite, l'État a payé une location pour route chaque mois. À Aruba lui-même, les firmes entretenu route pendant 30 ans. Donc, il garantit que route est toujours en bon état, pas rien tout, pas crasé par ça. 2, pas rien un montant qu'à compte dette pays. 3, secteur privé a participé. 4, population jeune résultat parce que route là toujours en bon état. Et ça c'est pour route là. Il y a plusieurs hôtels, chaînes d'hôtels, il y a plusieurs centres commerciaux, il y a logements sociaux, il y a une ville à développer, il y a un tram qui a développé. Dans la coopération,
On a parlé de coopération, nous ne pouvons pas parler seulement de coopération monétaire. Ce n'est pas comme seulement pour nous, mais il faut que parfois, nous chita, nous gardons des modèles de développement. Et en pile fois, petit pays, il n'y a pas de comme pour nous. Concrètement, ça nous gagne, c'est que nous avons une assistance technique sur un modèle qui a fonctionné, qui a marché, qui est capable bénéfique à Haïti. Les membres de la délégation de l'Organisation latino-américaine de l'énergie et de l'Institut espagnol pour la diversification de l'économie de l'énergie sont actuellement en mission dans le pays. Les représentants de Cuba, du Venezuela, de l'Équateur au sein de l'ODAL, dont Haïti est membre, ont renouvelé leur engagement à poursuivre leur coopération avec Haïti et à dégager de meilleures perspectives dans le cadre de ce partenariat. Les pays de la région ont traversé dans le temps, dans le passé, ce que nous traversons aujourd'hui. Et l'un des bénéfices de cette mission-là, ça va être de pouvoir profiter à travers l'OLAD de l'expérience passée de différents autres pays. L'OLAD a les expériences cumulées des pays depuis l'Argentine jusqu'à la République dominicaine, donc de toute la région. Et c'est à travers cette expérience-là que nous allons pouvoir bénéficier de certaines choses. Par exemple, la structure du secteur de l'énergie en termes d'institutions, en termes de fonctionnement, que ce soit pour l'électricité, pour les produits pétroliers, pour la biomasse, et cette structure-là a été modifiée par beaucoup de pays aussi récemment que dans les années 90. Donc, cette expérience-là peut nous permettre de voir qu'est-ce qui a été modifié, dans quel sens et quelles sont les bonnes et les mauvaises expériences. Donc, comme ça, nous allons pouvoir effectuer une réforme réelle du secteur de l'énergie haïtien, de manière à ce que la population puisse commencer réellement à bénéficier des services énergétiques, de manière à pouvoir vivre mieux et à pouvoir asseoir un développement économique et une croissance économique du pays. Le bidonville nommé Jalousie dans la commune de Pétionville, qui se trouve au flanc de Morne-Calvaire, est depuis quelques semaines en phase de transformation avec un programme en 2 phases qui consiste à réhabiliter et à peindre les maisons se trouvant sur ce morne. L'un des plus grands bidonvilles de Pétionville, Jalousie, est sous les projecteurs du gouvernement. Plus de 1000 maisons et maisonnettes de ce quartier sont en train d'être repeintes et plusieurs centaines d'autres réparées. Ce projet baptisé Jalousie en couleur vise à donner une autre allure à ce quartier populeux, situé sur les hauteurs de Pétionville, a expliqué le maire de cette commune, Ivanka Brutus. Ça ne veut pas dire que Jalousie, ce n'est pas un côté qui est à risque. Mais cependant, le fait que Jalousie, c'est un côté qui construit sur de la carrière, qui était qu'à protéger le tremblement de terre 12 janvier, là nous avons fait une analyse pour nous réfléchir. Est-ce que nous avons qu'à déplacer bidonville Jalousie, ça qui a existé depuis très longtemps? Nous avons vu qu'en effet, pas de moyen vraiment pour nous déplacer tout habitant Jalousie. Mais cependant, ça nous constate qui est important pour nous faire, c'est pour que nous limiter construction qui t'a voulu continuer faite dans Jalousie. Des ouvriers embauchés pour ce travail donnent des précisions sur l'œuvre à réaliser. Nous commençons petit il y a 15 jours. C'est un projet lié Jalousie en couleur. C'est l'État qui a donné pour nous faire ça, pour nous réparer les cailloux, prendre tout le caillou ici, nous commençons à travailler sur depuis l'autre bord. Et puis nous crépis, et puis là nous finissons crépis, après ça nous peintirer. Nous peintirer après ça, juste pour travailler fini. Des résidents de Jalousie, de leur côté, n'ont pas caché leur contentement, mais certains d'entre eux font part de leurs critiques. Les gens qui travaillent, façon ils font dans le caillou, c'est comme si ils font ça, mais ce n'est pas ça qu'ils demandent, ils font eux-mêmes. Tant qu'ils ont des cailloux en couleur, et puis ils paraissent comme si ils ont interrogé les gens, ils ont quelques bagages, ils ont fait pour eux, ils manger tout ça, c'est que les gens n'ont pas investi ça. Ivanka Brutus, la première citoyenne de la commune, a fait savoir que cette activité est une première parmi tant d'autres que le gouvernement veut entreprendre pour redorer le blason de Jalousie, entre autres celle de reboiser ce quartier. Le projet Jalousie en couleur est financé à hauteur de 1,4 million de dollars. Ce fonds est tiré du trésor public et de celui de Petro-Caribé. La première phase de ce programme devrait durer environ 6 mois.
Le prix Femmes de courage en Haïti a été décerné ce mardi par l'ambassade américaine à la députée de Milo, Plaine du Nord, Marie-Josie Etienne. Présidente de la commission parlementaire sur les droits de la femme, Madame Etienne a été le principal artisan du vote de l'instauration du quota de 30% de femmes dans la fonction publique. Grâce à ce pourcentage, inscrit dans la Constitution amendée, le prochain Conseil électoral comptera 3 personnalités issues des organisations de femmes. Pour la 3e année consécutive, l'ambassade américaine rend hommage à une femme haïtienne à travers son programme Femmes de courage. Un prix qui est décerné généralement au cours du mois de mars dans le cadre de la commémoration du mois de l'histoire des femmes. Et pour l'année 2013, le département d'État américain a jeté son dévolu sur la députée de Milo, Marie-Josie Etienne, pour son rôle dans la lutte pour la décentralisation et pour sa participation dans la vie politique en Haïti. C'est l'ambassadeur américain Pamela White qui a remis en main propre la plaque d'honneur à la parlementaire. Mesdames Etienne s'est imposée un champion pour la participation des femmes dans la politique. Au Parlement, elle a lutté pour le passage d'un nombre considérable de lois, y compris un acte exige que les pères assument la responsabilité pour leurs enfants à une augmentation de salaire minimum. Madame Etienne a été le plus ardent défenseur du vote historique du Parlement pour adopter un amendement constitutionnel exige un quota de 30% à ce qui a trait la participation des femmes à tous les niveaux. Mais qui est Marie-Josie Etienne? Peut-être une inconnue pour certains. Pour d'autres, c'est une femme qui se distingue tant dans ses prises de position que dans sa vision pour sa région natale, Milo. Pour mieux la connaître, laissons-lui le temps de nous parler d'elle. Depuis mon jeune âge, j'ai créé la organisation Femmes, CCGFM, Cercle d'épanouissement de la jeunesse féminine de Milo. Après ça, je chemine, je travaille dans l'organisation parce que je travaille dans la mission civile, dans la formation collectivité, aux femmes, dans la question de droit. Finalement, en 2005, je suis entré dans la politique. Je suis miloté pour être candidat, pour me représenter dans la Chambre. Et finalement, je suis sorti gagné. Et en 2010, je suis retourné dans l'élection. Avec un pile courage, avec un pile détermination, je suis arrivé à l'élection dans le premier tour, sous bannière rassemblée. Je suis député du Parti libéral haïtien PLH. La députée ne compte pas s'arrêter en chemin, au contraire. Ce prix renforce sa motivation à continuer la plaidoirie pour la cause des femmes. Déjà, Marie-Josie Etienne annonce pour l'année prochaine le dépôt au Parlement d'une loi contre les violences faites aux femmes. Le secrétaire d'État à la relance agricole, l'agronome Fresner Dorsin, a rencontré ce lundi des membres de plusieurs associations et des autorités locales de la ville de Léogâne. L'objectif de cette réunion était de discuter avec ces secteurs autour de la reprise de certaines activités à l'usine sucrière de Darbonne qui a recommencé à fonctionner. Mission ça, c'est pour nous garantir à planteur, garantir à moun et partenaires usine que l'État haïtien a garanti que l'usine a fonctionné, que Zafra 2013 a démarré le plus vite possible. En dépit de tout ça qu'a gagné sous le plan sécuritaire, et nous demandons tout le monde au bénéfice de la population léoganaise, au bénéfice de la population haïtienne, s'il vous plaît, portez coup de main avec nous pour que Zafra 2013 a démarré et que nous-mêmes nous prêts à discuter avec tout le monde qui a gagné un problème ou un autre, mais pour nous garantir 149 emplois, ça, pour nous garantir et 600 emplois temporaires ça, et nous garantit emploi de 1000 personnes qui viennent bénéficier comme non Zafra 2013. S'il vous plaît, gouvernement, non gouvernement, ministre Thomas, ministère de l'Agriculture dit clairement Zafra 2013 a démarré semaine prochaine, le plus vite possible.